Bonjour à tous et à toutes. Donc Marie Lejeune, je suis aussi à l'hôpital d'Éclair en stage d'anesthésie actuellement. Aujourd'hui, je vais vous présenter je vais vous faire une présentation sur l'antibioprophylaxie au cours de l'accouchement et de se poser la question de est-ce qu'on devrait en administrer de façon systématique ou pas. Donc ce topo a été engagé par le docteur Étienne Plujeune. Pour un petit rappel épidémiologique, la mortalité maternelle est un problème de santé publique qui est encore très présent aujourd'hui. On a une amélioration globale de cette mortalité par la lutte contre les morts évitables avec des recommandations OMS qui ont été émises et la mise en place de protocoles standardisés dans les systèmes de santé avec une diminution entre 2000 et 2020 de 34% de cette mortalité. On voit avec ce petit schéma qu'il y a une grande disparité en termes de mortalité maternelle dans le monde. En France, on est à peu près à 10 décès pour 100 000 accouchements. Et en revanche, on voit que par exemple en Soudan du Sud, on est à plus de 1200 décès pour 100 000 accouchements, donc un facteur de plus de 10. Et on voit qu'il y a une grande disparité entre les pays en voie de développement et les pays développés. La problématique infectieuse spécifiquement est encore très présente aujourd'hui puisque c'est la troisième cause de décès maternel dans le monde. Cela représente 10,7% des décès maternels en péripartum. Et on voit que dans les pays développés, ça représente seulement 4,7% des décès. En France, on est à 4,2%, donc loin derrière les maladies cardiovasculaires, le suicide, les embolies amniotiques et les maladies thromboemboliques veineuses. Donc c'est une problématique qui nous touche beaucoup moins aujourd'hui, mais qui reste très présente. Le sepsis maternel est historiquement très mal défini. On a utilisé beaucoup de terminologies différentes pour parler de cette pathologie. Donc le sepsis postpartum, la fièvre puérale, l'infection maternelle. Et en 2017, l'OMS a établi une définition stricte du sepsis maternel comme étant une condition mettant en jeu le pronostic vital qui était définie par au moins une défaillance d'organes liée à une infection soit confirmée, soit suspectée au cours de la grossesse, de l'accouchement, de l'avortement ou de la période postpartum. Ici, je vous ai refait un schéma pour vous montrer à quel point cette pathologie est compliquée. À gauche, on a donc toutes les modifications physiologiques au cours de la grossesse qu'on retrouve chez toute femme enceinte. Donc, par exemple, sur le plan cardiovasculaire, une diminution des résistances vasculaires systémiques. Et à droite, toutes les modifications physiopathologiques liées à un sepsis. Et on voit que lorsqu'on recombine les deux, en fait, on a une diminution des capacités d'adaptation lors de la grossesse à ce type d'agression systémique, ce qui rend l'application des définitions classiques du sepsis, donc avec des scores SOFA et QSOFA de la population globale, très difficile à appliquer chez la femme enceinte. La pathologie infectieuse maternelle est définie avec plusieurs sites infectieux classiques, donc notamment les voies urinaires, les voies génitales avec la choriamniosité et l'endométrite, les infections de sites opératoires en cas de césarienne et les infections des seins avec les mastites, avec comme bactéries essentiellement retrouvées le streptocoque du groupe B qu'on connaît bien, le staphylocoque doré qui est commensal et les autres germes digestifs qui sont très souvent retrouvés aussi. On s'intéresse aussi à la problématique infectieuse néonatale, puisque c'est aussi là la troisième cause de décès néonatal dans le monde, donc 16% des décès néonataux, avec une part néonatale de la mortalité infantile qui augmente. On était à 37,6% en 2000, versus 43,9% de décès liés aux infections en 2013. Et en France, on a 2,7 décès avant un mois pour une naissance vivante en 2021. Le risque septique néonatal, il est très connu, notamment pour les infections au streptocoque du groupe B. Donc, dans la littérature, on retrouve environ 5 à 40% du portage du streptocoque du groupe B chez la femme enceinte. Environ 50% de ces portages vont être transmis lors de l'accouchement et on a environ 1 à 2% des nouveau-nés qui auront une infection à ce streptocoque. Des infections qui peuvent être très très graves et mortelles. Tout le monde a déjà entendu parler de l'antibioprophylaxie dans ce cadre-là, qui permet de réduire de 75% les infections néonatales par ce streptocoque. Et la problématique étant que les autres portages potentiels chez la femme enceinte ne sont ni dépistés ni traités.
Les recommandations actuelles globales qu'on retrouve sont assez classiques. On a les règles d'hygiène habituelles avec le lavage des mains, l'eau courante, l'asepsie cutanée et l'utilisation d'instruments stériles. On a aussi la diminution du nombre d'examinateurs et d'examens gynécologiques au cours de la période péripartum. Et une autre recommandation qu'on ne connaît pas forcément de notre côté anesthésique, mais sur le côté obstétrical, on ne fait pas de désinfection systématique de la voie génitale lors de l'accouchement d'un basse, même en cas de portage du streptocoque du groupe B. On le fait uniquement en cas de césarienne. Les recommandations que l'OMS ont émises sur l'antibioprophylaxie spécifiquement, on a le portage du streptocoque du groupe B, qu'on connaît bien, la rupture prématurée des membranes sans mise en travail, la révision utérine, les lésions périnéales de grade 3 ou 4 et la césarienne. Et en 2021, ils ont ajouté à ces recommandations l'accouchement par voie basse instrumentale, ce n'était pas le cas avant. Et donc parmi quelques spécificités sur lesquelles ils disent ne pas mettre d'antibioprophylaxie, on a le travail prématuré avec des membranes intactes, la rupture des membranes à terme sans mise en travail, le liquide amniotique méconial, les épisiotomies et donc les accouchements par voie basse qui sont non compliqués. En France, les recommandations qu'on a émises par l'ASPA et le CMGOF sont assez similaires. Les seules différences qu'on retrouve étant la rupture des membranes à terme avant le travail. Nous, on met des antibiotiques si cette rupture dure plus de 12 heures. Et l'accouchement par voie basse instrumentale qui n'est toujours pas rentré dans nos recommandations à l'heure actuelle. Les recommandations qui ont été émises par l'OMS et en France se basent sur le raisonnement que le bénéfice potentiel de l'antibioprophylaxie systématique serait inférieur au potentiel risque du surcoût et de la création de résistance aux antibiotiques. Ce raisonnement il est basé sur des études qui est de qualité plutôt faible avec des biais importants qui ont été réalisés dans les années 60 à 90, qui commencent à dater un peu. Et surtout qui utilisaient des antibiotiques en postpartum, donc pas du tout dans le cadre de la prophylaxie, il n'y avait pas d'utilisation d'antibiotiques en prépartum ou en péripartum, avec des antibiotiques qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, donc par exemple le chloramphénicol, et des durées qui n'étaient pas applicables avec une antibioprophylaxie, donc par exemple ils utilisaient des antibiotiques pendant une semaine, alors que l'antibioprophylaxie consiste à utiliser des antibiotiques à durée très courte. Donc non applicable avec la pratique clinique actuelle. Plusieurs études se sont intéressées à l'utilisation d'antibioprophylaxie en systématique et ils ont quasiment tous utilisé l'azithromycine comme antibiothérapie. Pourquoi l'azithromycine? C'est un macrolide avec une bonne distribution tissulaire qui a par ailleurs une très bonne concentration tissulaire et qui permet l'utilisation en durée très très courte. Donc même en tant qu'antibiothérapie, on l'utilise à des durées de 3 à 5 jours. Pour une antibioprophylaxie, c'est assez intéressant. C'est un antibiotique qui couvre les bactéries de Gram+, notamment ceux qui sont impliqués dans le sepsis néonatal et dans le sepsis maternel. C'est un antibiotique qui est déjà utilisé de façon très courante dans les pays en voie de développement, notamment pour le traitement du trachome. Donc c'est quelque chose qu'on peut trouver de façon... Enfin, il est très accessible déjà dans les endroits qui nous intéressent, qui a potentiellement une faible action antipaludique, et notamment un profil de sécurité rassurant au cours de la grossesse. Donc la première étude que je vous présente pour l'antibioprophylaxie en systématique, c'est une étude qui a été publiée en 2016 par Roca et al. Une étude de phase 3 monocentrique, randomisée, contrôlée en double aveugle, qui a été réalisée dans une maternité en Gambie. Donc, cette étude elle a été réalisée essentiellement pour le point de vue microbiologique. Il comparait l'utilisation de l'azithromycine 2 grammes en dose unique versus le placebo pendant le travail. Il regardait des critères microbiologiques. Donc sur le portage de staph doré, de streptocoque du groupe B et de pneumocoque chez le nouveau-né et chez la mère. Donc on voit qu'ils ont étudié des prélèvements nasopharyngés chez le nouveau-né et chez la mère, et aussi le portage dans le lait maternel. Donc on a en rouge les courbes des groupes placebo et en noir le groupe azithromycine. On voit que dans le prélèvement nasopharyngé néonatal, maternelle et dans le lait maternel, jusqu'à 28 jours, on a une diminution de ce portage des 3 bactéries en fait, dans les 2 groupes. Donc ils ont montré que microbiologiquement déjà, l'azithromycine avait un intérêt jusqu'à 28 jours.
Cette deuxième étude a été publiée en 2017. C'est une analyse post-hoc de l'étude précédente, cette fois-ci qui s'intéresse à des critères beaucoup plus cliniques, beaucoup plus intéressants pour nous. Là, il regardait donc l'infection clinique maternelle et néonatale, et il regardait jusqu'à 8 semaines en postpartum les différences qu'il pouvait y avoir dans les deux groupes. Donc là, on voit sur ces graphiques, on a la proportion d'infection par rapport au temps en semaine, en haut chez la mère et en bas chez le nouveau-né. Et on voit que dans le groupe placebo en noir et le groupe azithromycine, il y a une différence qui est assez frappante, avec des différences statistiquement significatives dans les deux groupes et une vraie diminution du taux d'infection jusqu'à 8 semaines en postpartum. Une étude publiée en 2023 dans le New England par Tita et al. Une très très grande étude multicentrique randomisée contrôlée en double aveugle aussi, qui comparait aussi l'utilisation de l'azithromycine 2 grammes en dose unique versus le placebo au cours du travail. Cette fois-ci, on voit qu'ils ont randomisé près de 15 000 patientes dans les deux groupes. Donc une très grande étude, avec des critères de jugement qui étaient composites, donc à la fois maternelle et néonatale, comme on avait vu dans l'étude précédente, qui s'intéressaient sur le côté maternel au sepsis ou au décès jusqu'à 6 semaines postpartum, et côté néonatal à la mort fœtale, le décès ou le sepsis jusqu'à 4 semaines postpartum. Ce tableau de résultats nous montre nous donne des résultats très intéressants. On a déjà en haut les résultats maternels, en bas les résultats néonatales, avec à gauche le groupe azithromycine et à droite le groupe placebo. Et on voit que pour le critère maternel composite de décès ou de sepsis dans les 6 semaines en postpartum, on avait une différence qui était statistiquement significative avec un risque relatif à 0,67. Donc très intéressant pour nous. Quand il regardait les sous-groupes un peu de ce critère composite, on voyait que c'était essentiellement le sepsis qui était différent et pas forcément le décès. En revanche, eux n'ont pas retrouvé de différence pour le critère néonatal. Ils n'ont pas retrouvé de différence statistiquement significative avec dans les sous-groupes, pas de différence non plus. Donc on a beaucoup parlé de la diminution du sepsis maternel. La question du sepsis néonatal est peu claire pour l'instant, avec des études qui montrent qu'il y a une diminution, d'autres qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Et il y a en revanche des études qui ont montré qu'il y avait potentiellement une augmentation du risque septique néonatal avec l'utilisation d'antibioprophylaxie. Une étude en 1998 par Towers et al. A démontré qu'il y avait une augmentation de l'incidence du sepsis néonatal avec des bactéries qui n'étaient pas le streptocoque du groupe B chez les nouveau-nés qui avaient reçu une antibioprophylaxie en postpartum par les En 1999, une autre étude qui montrait qu'il y avait une augmentation du décès néonatal par sepsis à Escherichia coli dans les groupes ampicilline en péripartum. En 2000, une autre étude qui montrait une augmentation de la prévalence d'Escherichia coli résistant cette fois à l'ampicilline et à la gentamicine dans ces groupes-là. Et en 2002, une étude par Stoll et al. Cette fois-ci pas forcément sur des groupes différents, antibioprophylaxie ou pas, c'était vraiment un peu une étude épidémiologique qui montrait qu'il n'y avait pas de changement du taux global de sepsis néonatal, notamment chez les grands prématurés, mais en revanche qu'il y avait une modification du profil bactérien global, avec une diminution de la présence de streptocoque du groupe B, vu qu'on sait très bien traiter ce portage maintenant, mais que le sepsis devenait de façon prédominante à germes digestifs, notamment Escherichia coli, et qu'on retrouvait quand même des résistances à l'ampicilline. La question de l'antibiorésistance se pose quand même. On en parlait déjà en 1984 avec une étude de Steiber et al. Qui montrait qu'il y avait un changement de la flore vaginale chez les patientes qui avaient reçu une antibioprophylaxie par céfoxytine ou céfazoline, donc des antibiotiques qui nous intéressent, et qu'il y avait donc une prédominance d'entérocoque chez ces patientes. En 2016, donc l'étude que je vous avais présentée déjà de Roca et al. Avait aussi regardé un petit peu l'antibiorésistance des germes qu'ils avaient retrouvés et avait retrouvé la présence de staph doré résistants à l'azithromycine dans toutes les voies qu'ils avaient étudiées, donc les voies nasopharyngées néonatales et maternelles et les maternelles jusqu'à 28 jours postpartum. Et dans une autre étude en 2018 de Beaujean et al. Qui reprenait les mêmes données de l'étude de 2016,
à 1 an. Ils regardaient si cette antibiorésistance persistait dans le temps et ils retrouvaient que ces résistances du stade doré à l'azithromycine disparaissaient à 1 an. Ça pose la question aussi de savoir est-ce que l'antibiothérapie peut avoir, l'antibioprophylaxie peut avoir un impact sur le microbiote intestinal néonatal. Il y a aussi plusieurs études qui ont été publiées qui montraient qu'on avait une moindre diversité du microbiote intestinal néonatal jusqu'à au moins 1 an de vie dans les études qui ont été réalisées avec une prédominance donc, de bactéries de type entérocoque ou Clostridium. Aussi notamment une diminution de la transmission verticale du partage de flore lactobacillus. Et quelques études qui essaient de voir si la tendance pouvait être rétablie au long terme avec l'allaitement maternel ou l'administration de probiotiques. On avait une petite tendance au rétablissement, mais rien de très important, on ne revenait jamais à la normale. En revanche, l'impact à long terme de cette altération du microbiote néonatal n'a pas été déterminé pour l'instant. Donc on ne peut pas en faire grand-chose. Il y avait un signal d'alerte aussi qui avait été mis sur le risque de sténose du pylore chez le nouveau-né. Donc une étude qui a été, une revue systématique de la littérature en 2019 associée à une méta-analyse qui regardait l'association entre les macrolides et la sténose du pylore, qui montrait qu'il y avait une association avec l'administration d'érythromycine dans les 2 premières semaines de vie, mais qui ne retrouvait plus cette association lorsque c'était administré lors de la grossesse, ni avec d'autres macrolides que l'érythromycine. Un autre signal d'alerte qui a été posé sur le risque d'infirmité motrice cérébrale chez le nouveau-né, notamment avec une étude publiée en 2008, où il reprenait une étude qui avait été publiée en 2001, donc l'étude Oracle 2, qui se posait la question de l'antibioprophylaxie par érythromycine ou augmentin versus placebo chez les femmes en travail pour rupture prématurée des membranes, pour travail prématuré sans rupture des membranes, avec une inclusion de plus de 3000 nouveau-nés. Et en reprenant les données 7 ans plus tard, ils avaient retrouvé une augmentation des troubles fonctionnels chez les enfants des mères ayant reçu de l'érythromycine, avec un autre ratio à 1,18. Et une augmentation de l'infirmité motrice cérébrale dans le groupe antibiotique, donc peu importe si c'était l'érythromycine ou l'augmentin, avec des autres ratios à 1,13 ou 1,69 en fonction de l'antibiotique. Pour l'instant, il y a très peu d'études qui ont été réalisées sur le long cours, le suivi au long cours des nouveau-nés, puisque c'est quand même très compliqué à réaliser, et la plausibilité biologique, le lien de causalité entre l'antibiothérapie et le risque d'infirmité motrice cérébrale est quand même très compliqué à établir pour l'instant. La dernière question qui se posait pour le risque selon l'OMS, c'était le coût surajouté de l'utilisation d'une antibioprophylaxie systématique. On a une étude en 2017 publiée par Arthur qui faisait une évaluation économique de la céphalosporine seule versus l'ajout de l'azithromycine à l'antibioprophylaxie de la césarienne, qui montrait qu'au final, peu importe si la césarienne était programmée ou si elle avait été réalisée en urgence, l'ajout de l'azithromycine à l'antibioprophylaxie habituelle permettait de réduire les coûts de cette césarienne. Donc probablement sur des coûts indirects bien sûr, puisqu'on rajoute quand même un antibiotique, mais qu'on avait quand même des différences assez intéressantes en termes de coûts. Pour l'instant, il n'y a pas d'étude qui a été faite sur l'utilisation de l'antibioprophylaxie en systématique, uniquement de la césarienne. Donc, on a quand même pas mal d'éléments qui vont dans les 2 sens pour l'antibioprophylaxie systématique, sachant que la mortalité maternelle liée au sepsis est quand même une problématique de santé publique très importante, notamment dans les pays en voie de développement, qui ont des systèmes de santé qui globalement sont moins performants, avec des populations qui sont plus à risque que celles dans les pays développés, avec la dénutrition, les colonisations bactériennes plus fréquentes, donc jusqu'à 50% des femmes enceintes avec des germes qui en général ne sont pas des streptocoques du groupe B, et des populations qui ont peu de suivi médical, que ce soit en péripartum ou en postpartum. L'étude que je vous avais présentée de Tita et al. En 2023 du New England avait inclus presque 30 000 parturientes et n'avait relevé pas d'effets indésirables graves liés à l'utilisation de l'azithromycine en systématique. En revanche, ils n'ont pas fait d'études de coût sur cet antibiotique, ce qui aurait pu être intéressant aussi. Et par ailleurs, les études qui ont été réalisées sur l'azithromycine n'ont été réalisées que dans des pays en voie de développement. Donc pour l'instant, on n'a pas de données sur l'impact maternel potentiel dans les pays développés, sachant que nous, c'est une problématique
qui est un peu moins importante que dans les pays en voie de développement. Donc en conclusion, pour résumer un petit peu les arguments dans les deux sens, les arguments qui étaient favorables à l'utilisation de l'antibioprophylaxie en systématique pour l'accouchement, c'était la diminution du risque septique maternel, notamment dans les pays en voie de développement. Une potentielle diminution du coût de la prise en charge, vu qu'on avait déjà un signal sur une diminution du coût indirect au cours de la césarienne. Et les arguments qui étaient plutôt en défaveur, c'était l'augmentation du risque septique néonatal potentiel, avec des risques d'antibiorésistance et une modification du microbiote intestinal néonatal pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas les conséquences déterminées, et les risques théoriques de sténose du pylore et d'infirmité motrice cérébrale qui intéresseraient plutôt les pays en voie de développement, enfin les pays développés que les pays en voie de développement actuellement.